Bonjour à toutes et à tous, et merci de vous intéresser à la biodiversité, qui est un sujet passionnant, mais aussi un très vaste sujet. Biodiversité, on le verra certainement, c'est un mot valise, c'est-à-dire que ça recouvre beaucoup de choses. Et évidemment, on ne peut pas traiter l'ensemble de la biodiversité en une seule conférence. J'ai été amené à faire deux conférences à Toulouse aujourd'hui. J'ai donc choisi de faire ces conférences autour de deux ensembles, deux sous-ensembles, je dirais, de la biodiversité. L'un concerne la biodiversité à une histoire, c'est ce que je vais vous exposer aujourd'hui. C'est vous montrer qu'il y a un passé à la biodiversité et il y a peut-être un futur. C'est ce que nous essaierons de discuter. Ce futur n'est pas complètement indépendant de choix politiques ou économiques que nous pourrons faire. Et l'autre conférence que je ferai ce soir est plus tournée vers les rapports homme-nature. C'est biodiversité, je t'aime moi non plus. C'est toutes les relations que l'homme peut entretenir avec la biodiversité, aussi bien dans la biodiversité utile que dans celle qui nous fait peur, parce qu'il y a quand même une biodiversité qui nous fait peur et dont on ne parle pas trop souvent. Donc je vais essayer de vous parler aujourd'hui de cette histoire de la biodiversité, parce que c'est quand même intéressant de voir comment on peut resituer cette histoire par rapport un certain nombre de discours qui sont tenus actuellement sur les réactions ou les relations que l'homme entretient avec la biodiversité. Il est évident que quand on parle d'histoire de la biodiversité, et j'ai parfois tendance à distinguer deux choses quand même, la diversité biologique, c'est-à-dire celle qui est issue des sciences de l'évolution, celle qui est issue de l'évolution plus exactement, et biodiversité qui est plutôt celle qui est apparu à partir du moment où les scientifiques ont lancé un cri d'alarme montrant que la disparition d'un certain nombre de milieux naturels entraînait également la disparition de beaucoup d'espèces. Et c'est un autre aspect. Je pense qu'il y a une différence assez forte entre cette étude scientifique purement, je dirais, purement entre guillemets, naturaliste des sciences de l'évolution et cet autre aspect où l'homme et la biodiversité interfèrent fortement. Donc, les sciences de l'évolution, c'est quand même un peu la base de notre étude sur l'histoire de la biodiversité. Et je voudrais quand même rappeler que quand on parle de biodiversité, le plus souvent, on parle d'une certaine biodiversité. Biodiversité que je qualifierais de visible. Il y a les oiseaux, les mammifères, les vertébrés de manière générale font l'objet de beaucoup d'attention. Plus on descend dans l'échelle zoologique, je dirais, et moins il y a d'attention pour la biodiversité, bien entendu. Or, je pense, et en tout cas je suis convaincu que cette biodiversité cachée ou invisible, celle dont on parle peu parce qu'on ne la voit pas et que ça dérange peut-être, celle des parasites et des micro-organismes, est quand même celle qui, à l'heure actuelle, est peut-être la plus importante. C'est quand on parle de fonctionnement des écosystèmes, on ne peut absolument pas faire l'impasse sur le rôle des micro-organismes dans le fonctionnement des écosystèmes. C'est évident que tous les phénomènes de recyclage de la matière organique, reminéralisation, sont le fait des micro-organismes. C'est évident aussi qu'on a montré, par exemple en mer, que toute la production biologique hauturière était le fait des micro-organismes, et on découvre de plus en plus que ces micro-organismes ont un rôle important, soit par la boucle microbienne, soit par la boucle virale, dans le fonctionnement de ces systèmes hauturiers. On a aussi, je crois, pendant longtemps distingué deux grands groupes, les eucaryotes, c'est-à-dire les animaux qui ont des cellules avec des noyaux, et les bactéries, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y avait un troisième groupe aussi important, qui était celui des archées, qui sont des bactéries aussi, des bactéries qui, par contre, vivent plutôt dans des milieux extrêmes. Donc on a trois grands phylums, j'allais dire, au niveau de la biodiversité. Je répète que ceux dont on parle le plus, ce sont les eucaryotes, et il y en a un dont on commence à parler beaucoup parce que ça nous pose un certain nombre de problèmes, ce sont les virus qui sont je dirais un élément un peu intermédiaire entre le monde minéral et le monde vivant. Il y a une discussion là-dessus, la position des virus, est-ce que ce sont des organismes vivants ou pas? On va le voir très rapidement. Bon, ce qui est sûr, c'est que les micro-organismes constituent en matière de biodiversité probablement un nouveau continent et que les recherches qui sont développées dans ce domaine vont certainement nous apporter et nous apportent déjà un certain nombre de surprises. Donc les bactéries, connaissez, ce sont des êtres vivants là, qui se reproduisent sans noyau, avec
2 acides nucléiques, ADN et ARN, et les archéobactéries qui vivent dans des milieux contraignants comme les sources sous-marines, par exemple, les fumeurs noirs. Et puis ces virus qu'on appelle, qui veut dire poison en latin, qui est une intermédiaire entre le monde vivant et le monde minéral, avec un seul type d'ADN ou d'ARN, un seul type d'acide nucléique, qui a besoin d'une cellule pour se reproduire parce qu'il ne peut pas se dupliquer tout seul, qui est d'une taille extrêmement petite et qui est insensible aux antibiotiques. Alors, je ne vous ferai pas de dessin, mais à l'heure actuelle, la plupart de nos maladies, et quand on discute avec les gens du secteur médical, on s'aperçoit que nos maladies sont en train d'évoluer progressivement vers des maladies à virus, et on peut dénombrer une quantité de maladies émergentes, nouvelles, qui sont liées à l'existence de ces virus. C'était juste pour poser un peu un certain nombre de choses au départ. Alors, c'est quoi la biodiversité? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un mot valise. C'est un mot valise parce qu'on peut y voir aussi bien les sciences de l'évolution dont on vient de parler que l'inventaire du monde vivant. Ça fait partie de la biodiversité au sens large. Depuis des siècles, l'homme essaie de classer le monde vivant. Linné a été un des grands témoins de cette classification, et la classification de Linné, il y a presque 3 siècles maintenant, est encore utilisée. Donc ça, c'est un des aspects. Il y a beaucoup de travaux qui sont autour de l'inventaire de la biodiversité. Le muséum fait beaucoup d'inventaires de la biodiversité dans différents endroits du monde. Et la biodiversité, c'est ce qu'on appelle les ressources génétiques, au sens large du terme, tel qu'il est utilisé dans la Convention sur la biodiversité, c'est-à-dire toutes les variétés sauvages des espèces domestiques. Ça, c'est aussi de la diversité biologique, biodiversité. C'est aussi des ressources vivantes. Je vous présente là quelques exemples de photos du marché de Tokyo avec le thon. Vous connaissez la polémique qui a lieu autour du thon rouge à l'heure actuelle en France. C'est toujours la même question, mais c'est la question de la gestion de ces ressources vivantes, des ressources naturelles vivantes, et ça aussi, c'est de la diversité biologique au sens large. C'est également cet intérêt que portent les industriels sur les molécules issues de la diversité biologique, que ce soit à usage pharmaceutique ou que ce soit à usage industriel. On voit bien que derrière ça, il y a aussi des intérêts à la fois économiques et sociaux à trouver ces nouvelles molécules ou ces nouvelles cellules. Puis il y a également tout un marché de la diversité biologique. Vous appréciez certainement le fait d'avoir des fleurs autour de vous, de planter de nouvelles espèces, d'acheter de nouvelles espèces de fleurs. Ça, je vous présente des fleurs d'Afrique du Sud qu'on n'a pas encore trop l'habitude de voir, mais qui vont certainement arriver un jour sur notre marché, qui arrivent déjà sur notre marché. Il y a tout ce secteur du marché des plantes d'ornement, de l'horticulture, qui est un vieux secteur. Depuis très longtemps, les hommes font circuler des plantes et des animaux également, parce qu'il n'y a pas que la plante, il y a aussi toute l'aquariophilie, les jardineries au sens large. Puis encore, on pourrait terminer aussi, mais on n'aura pas fait l'inventaire, c'est les nouveaux animaux de compagnie. À l'heure actuelle, on trouve dans les villes, ou un peu partout en France et dans le monde, des gens qui sont accros d'un certain nombre d'animaux. Alors bien sûr, il y a les chiens, les chats, etc. Mais là, ce sont des exemples d'animaux que vous pouvez trouver ou qui ont parfois été trouvés chez des particuliers qui élèvent des mygales ou des scorpions ou des serpents ou des crocodiles, etc. Donc il y a aussi là un énorme marché. On peut se poser la question, d'ailleurs, cette attraction que peut avoir le particulier pour ces animaux étranges ou différents. Et ça participe, je pense, aussi d'une approche plus psychologique, voire psychiatrique, de la diversité biologique. Alors, la Convention sur la biodiversité, c'est signé, une convention, en tout cas, a été signée à Rio en 1992, ça commence à être loin, presque bientôt 18 ans, 20 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pense souvent que c'est une convention sur la protection de la nature, mais en réalité, quand on retourne aux sources, cette convention, elle a été négociée par 2 lobbies, on peut appeler ça comme ça. Les ONG de protection de la nature qui, d'une part, voulaient voir dans cette nouvelle convention sur la biodiversité une convention cadre qui allait regrouper tout un ensemble d'accords ou de conventions qui avaient déjà été signés, et d'autre part, les industriels de l'agroalimentaire, déjà, pensez à Monsanto.
Et en réalité, ce qui a été négocié à Rio, ce n'est pas tellement la protection de la nature, c'est le fait que la diversité biologique, la biodiversité, était un enjeu économique. En fait, ce que les pays du Sud, c'est-à-dire les pays en développement, ont vu dans la signature de cet accord, c'est qu'ils allaient pouvoir vendre leurs ressources génétiques, c'est-à-dire les molécules ou les gènes qu'il y avait dans leur diversité biologique, aux industriels des pays du Nord. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelait l'or vert, en fait, hein, par rapport à l'or noir, par opposition à l'or noir. Donc c'est la valeur marchande de la biodiversité qui était discutée à Rio. Et c'était effectivement l'occasion d'un affrontement nord-sud, ce qui explique que certains pays comme les États-Unis n'aient pas signé la Convention, et ce qui explique que la France a longtemps hésité à le signer. Ça n'est pas du tout un accord de protection de la biodiversité. D'ailleurs, si on regarde de près la Convention sur la biodiversité, on y remarque deux choses importantes. D'une part, c'est que les pays ont insisté pour qu'ils soient maîtres de leur diversité biologique chez eux. Il était question de faire un ordre mondial de protection de la nature. Les ONG auraient souhaité à ce qu'il y ait un gendarme international de protection de la nature. Il n'en a pas été question. Les pays n'ont absolument pas voulu de cette approche. Et d'autre part, la question de la monétarisation de la biodiversité a été bien mise en exergue. Vous voyez un cartoon qui était paru à l'époque de la Convention sur la biodiversité, sauver les dauphins, sauver la planète, mais sauver l'argent. Je crois qu'il faut bien se mettre à l'évidence que ça n'est pas aussi simple et aussi idyllique que ça, la question de la biodiversité. Alors, la biodiversité a une histoire. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire complète de la diversité biologique, mais je vais essayer d'attirer votre attention sur quelques points. Et on verra aussi sur des concepts, à l'heure actuelle, qui sont discutés, discutables, en écologie en particulier. Puisqu'on est entre scientifiques, on peut aussi discuter des concepts ou des paradigmes que les uns et les autres utilisent. Alors, la vie commence il y a très longtemps, on ne sait pas trop bien. On a notre ancêtre commun, Lucas, dont on a un peu de mal à situer l'existence, mais enfin qui remonte à au moins 3,7 milliards d'années, avec des stromatolites dont on retrouve là encore quelques exemples sur des côtes australiennes. C'était une association microbienne avec des cyanobactéries. Et puis la vie s'est mise à exploser, mais il faut bien se dire qu'on dispose de peu d'archives paléontologiques sur cette époque. Et le peu dont on dispose permet de faire des interprétations, mais elles sont évidemment toujours sous réserve d'autres découvertes en archéologie, en paléontologie. On est toujours à la merci de nouvelles découvertes, et ce qui fait effectivement que les interprétations d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes que celles que l'on pourrait faire demain si d'autres archives venaient à être découvertes. Voilà à quoi pouvait ressembler, entre guillemets, une des faunes primitives, la faune d'Ediacara, qui se situe en Australie, avec un certain nombre d'espèces relativement vermiformes, entre guillemets. Et puis, il y a eu cette explosion cambrienne, celle pendant laquelle on considère que la plupart des groupes que l'on observe sur Terre, que l'on a observés sur Terre, sont apparus. On ne sait pas très bien pourquoi il y a eu cette formidable diversification de la vie à cette époque, mais c'est un fait. En tout cas, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence avec, par exemple, cette faune de Burgess qui a été assez longtemps étudiée par le paléontologue James Gould, qui a beaucoup écrit aussi sur cette question de l'évolution, avec des organismes assez particuliers, aux formes assez bizarres. Et je fais un raccourci ou un rapprochement peut-être un peu hasardeux, mais je me dis que quand même, entre cette faune de Burgess et celle que l'on observe à l'heure actuelle dans les grands fonds marins au niveau des sources hydrothermales, il y a peut-être aussi une certaine parenté. Et puis, la vie conquiert la Terre, mais ce qu'il y a dans l'histoire de la biodiversité, et vous certainement vous êtes tous au courant de ça, on a mis, je le répète pour l'instant en évidence, 5 grandes périodes d'extinction de masse, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles une grande partie des espèces ont disparu. Alors plus ou moins rapidement, c'est toujours difficile de dire, ça s'est fait en quelques jours, en quelques mois, en quelques années ou quelques siècles, mais il y a dans les archives sédimentaires
des preuves qui montrent qu'il y a eu à certains moments des réductions fortes de la diversité des espèces. Là, c'est un exemple sur les faunes d'animaux marins. On voit bien qu'il y a eu des périodes où il y a eu des creux. Et alors, les raisons de ces extinctions sont toujours difficiles à préciser, mais j'ai cru comprendre récemment qu'on venait de confirmer une fois de plus, parce qu'on a confirmé plusieurs fois, que la dernière période d'extinction, il y a 65 millions d'années, était due à un astéroïde qui serait venu percuter la Terre. Mais il y a eu beaucoup d'explications différentes là-dessus. Il y a aussi les traps des Indes, enfin les éruptions volcaniques qui ont été mises en avant. Donc, toujours est-il qu'il y a eu à cette époque-là disparition des dinosaures, qui ne s'est pas fait en quelques jours, qui s'est fait en quelques millions d'années. La vie n'a donc pas été, je dirais, un long fleuve tranquille, et il y a eu des périodes difficiles, et même parfois très difficiles pour la diversité biologique au cours des ères géologiques. Parce que ce qu'on peut dire de toute façon à l'heure actuelle, c'est que la diversité, et je crois que c'est important si on veut se projeter sur l'avenir, parce que j'essaierai de vous montrer quels sont les blocages que l'on a pour se projeter sur l'avenir, c'est que la diversité biologique, elle est née de l'adaptation des espèces aux modifications de l'environnement. Ça, c'est la théorie de l'évolution, c'est celle qu'a mis en exergue Darwin. Elle est le fruit à la fois de phénomènes aléatoires d'origine interne, qui sont les mutations génétiques, ça c'est et de phénomènes aléatoires d'origine externe, qui sont par exemple la dérive des continents, qui a permis à des espèces d'évoluer de manière indépendante et donc de donner naissance à des espèces différentes, de phénomènes géologiques ou climatiques qui ont pu perturber l'évolution des espèces et qui ont fait que des espèces sont ici ou là, c'est-à-dire qu'on va trouver en Amérique du Sud ou en Australie ou en Afrique un certain nombre d'espèces différentes, mais pour un certain nombre d'entre elles, on retrouve des ancêtres communs. Il y a chez les poissons, par exemple, des groupes de poissons qui sont répartis dans 3 ou 4 continents. Ce sont des cousins. Ils ont probablement une même origine qui était la Pangée avant la séparation des continents, mais ce sont des espèces maintenant différentes qui ont évolué dans des environnements différents au cours des millions d'années. Donc 3 processus clés pour l'évolution, c'est l'extinction, parce que la disparition des espèces fait partie de la dynamique de la biodiversité. Il n'y a pas que l'homme qui fait disparaître les espèces, c'est un phénomène aussi qui est apparu dans l'évolution, l'adaptation et la spéciation, c'est-à-dire les processus d'apparition de nouvelles espèces. Alors, je vais essayer maintenant de me rapprocher, on était dans le très lointain, les millions d'années, centaines de millions d'années, on va se rapprocher et voir un peu comment ça s'est passé aussi dans les périodes plus récentes, si on peut dire, enfin pour les géologues, c'est du très 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 récent, des périodes glaciaires, et la dernière période glaciaire, donc il y a 15 ou 20 000 ans, en rappelant que depuis 2 millions d'années, ou à peu près, on a tous les 100 000 ans, ou à peu près, une période glaciaire. Ça veut dire qu'en gros, quand on regarde le nord de l'Europe, le nord de l'Asie, tous les 100 000 ans, vous avez un essuie-glace qui vient remettre à zéro le compteur de la diversité biologique, puisque quand on est en période glaciaire, il n'y a plus grand-chose à voir. Donc voilà, la dernière glaciation, il y a 18 000 ans, 20 000 ans, peu importe, c'était une partie du continent nord-européen était sous les glaces, et le Canada également, une partie du continent nord-américain. Là, vous avez un peu la zone de permafrost, c'est-à-dire de sol gelé en permanence. Donc vous voyez que les Alpes étaient sous les glaces. On discute du fait que les Pyrénées étaient sous les glaces à cette époque, c'est pas complètement sûr. Mais toujours est-il qu'on était dans cette période-là sous des paysages qui rappellent un peu ceux des toundras du Canada ou de Russie, c'est-à-dire des zones relativement peu propices, en tout cas, au développement de la vie. Alors on retrouve dans un certain nombre de témoignages humains l'existence de ces animaux qui vivaient durant ces périodes glaciaires, que ce soit ici des bisons, par exemple, dans certaines grottes européennes, ou que ce soit des chevaux, qui sont aussi figurés avec peut-être
leurs descendants qui sont les chevaux de Przewalski, que l'on essaie à l'heure actuelle de sauver, qui ont été sauvés d'ailleurs et qu'on essaie de réintroduire dans certaines régions asiatiques. Et puis on y trouve aussi une faune un peu différente, avec des lions, des rhinocéros, etc., tout un ensemble d'animaux qui ont complètement disparu de chez nous, dont ces deux animaux un peu emblématiques, hein, que sont le mammouth et le rhinocéros laineux, qui ont disparu il y a à peu près 10 000 ans. Alors là aussi, hein, les chiffres, on peut discuter les bornes, mais en gros, 10 000 ans. C'est pas très vieux en termes d'évolution. C'est bien sûr, à l'échelle humaine, c'est un peu lointain, mais ces espèces ont disparu. Donc voilà un peu à quoi pouvaient ressembler, je dirais, les paysages nord-européens à l'époque, hein, avec un certain nombre d'animaux que l'on ne connaît plus. Et il faut savoir aussi que ça n'était pas qu'en Europe. En Amérique du Nord, on avait également une mégafaune qui était beaucoup plus riche encore que celle que l'on observe à l'heure actuelle en Afrique, qui était donc avec à peu près les mêmes groupes animaux, des camélidés, des éléphants, des mastodontes, des chevaux, etc. Là, quelques exemplaires de cette faune nord-américaine. Voilà, encore quelques exemplaires. Et cette faune a disparu il y a 11 000 ans. C'est à peu près bien daté, assez rapidement. Alors, bien entendu, on a épilogué pour savoir si aussi bien le mammouth ou le rhinocéros laineux en Europe ou la grande faune nord-américaine avait été anéanti par l'homme, parce que, bien entendu, on a tout de suite mis en avant le fait que l'homme chasseur pouvait avoir contribué à la destruction de cette faune. Il y a eu beaucoup d'articles polémiques sur ce sujet. Enfin, je pense qu'un certain nombre d'articles assez sérieux semblent montrer que ces disparitions ne sont pas liées, en tout cas essentiellement, à la chasse qui a été pratiquée par l'homme, mais probablement à la répétition des changements climatiques qui ont amené ces populations à se fragiliser et qui ont amené certaines espèces, en tout cas, à disparaître de la surface du globe. Un exemple intéressant qui a été avancé, c'est de dire mais l'homme est né en Afrique, et en Afrique, la mégafaune a subsisté. Donc, ça n'est pas forcément l'homme qui est à l'origine de la destruction de la mégafaune. Je ne sais pas si cet argument est recevable, mais enfin, en tout cas, il est intéressant à noter. Donc, conclusion de tout ça, c'est qu'on voit qu'il y a des modifications importantes en matière de diversité biologique au cours du temps, et que ça ne concerne pas seulement des temps très, très reculés, mais que ça nous concerne également des temps relativement récents. Rapprochons-nous encore, changeons un peu de continent, mais c'est l'extension des fleuves Sénégal et Niger dans le bassin du lac Tchad et du bassin du lac Tchad durant la période de l'Holocène. Ce qui est en jaune, ce sont des zones qui étaient en eau il y a 7 à 8 000 ans. C'était à l'époque où le Sahara était, dit-on, vert, avec à l'heure actuelle des vallées fossiles qui ont été retrouvées, descendant du Hogar, du Tibesti, vers le Niger et vers le Tchad. On a parlé aussi d'un méga-Tchad qui existait à cette époque-là, qui faisait à peu près 10 ou 15 fois ou 20 fois la surface du lac Tchad actuel. Donc, on voit qu'à des échelles encore, je dirais, plus récentes, en l'espace de quelques milliers d'années, on a réduit pratiquement de moitié la distribution des bassins versants de ces fleuves. Et derrière ça, bien évidemment, des modifications assez conséquentes en matière de diversité biologique, aussi bien terrestre qu'aquatique. Là aussi, on retrouve un certain nombre de fossiles, pas de fossiles, pardon, de témoignages de l'existence d'une faune qui a disparu du Sahara, que ce soit les girafes, les hippopotames, les éléphants, et évidemment toutes ces figures de pasteurs rupestres. Juste un petit zoom pour rappeler qu'il y a 18-20 000 ans, la grande forêt africaine était réduite à son minimum, la grande forêt humide, ce qui est en vert foncé ici, était réduite à son minimum. C'était la période de la grande glaciation, maximum de glaciation, qu'elle a atteint son maximum il y a environ 8 000 ans, et qu'elle est actuellement encore, entre guillemets, parce que tout n'est plus vrai, mais qu'elle est encore relativement développée. Ce qui veut dire, et on pourrait faire un peu le même schéma, semble-t-il, pour l'Amazonie, ce qui veut dire que cette Amazonie, qui est considérée par certains comme le poumon du monde, à certains moments a été relativement peu développée. Donc,
les milieux terrestres fluctuent aussi de manière importante à des échelles de temps qui ne sont pas démentielles. Et puis on va se rapprocher encore de plus en plus de la période récente avec le lac Tchad, sur lequel j'ai eu le plaisir de débuter ma carrière. Et dans les années 60, c'était un grand lac de 25 000 km². Dans les années 2000, c'était un marécage de quelques milliers de kilomètres carrés. Alors, on a entendu des choses assez intéressantes de la part de certains people qui se mêlent de parler de science, mais le lac Tchad n'a jamais été soumis à des extractions d'eau comme la mer d'Aral. Le lac Tchad, ça n'est pas la mer d'Aral. Le lac Tchad a fluctué essentiellement du fait des modifications climatiques et du fait de la grande sécheresse du Sahel qui est arrivée autour des années 70. On a des preuves, en tout cas en termes de pluviométrie, d'hydrologie, qu'il y a une cassure dans les pluies, dans la pluviométrie, à partir des années 70, et que cette sécheresse du Sahel se perdure à l'heure actuelle. Donc le lac Tchad est un lac qui a fluctué essentiellement en fonction des modifications du climat. En fait, c'est une grande cuvette d'épandage d'un fleuve, le Chari, et c'est une cuvette qui est très peu profonde, de quelques mètres de profondeur. Quand on sait qu'il y a 2,5 mètres d'évaporation par an sur le lac Tchad, on peut comprendre qu'effectivement, il puisse y avoir des relations fortes entre hydrologie, pluviométrie et fluctuation des niveaux et des surfaces du lac. Donc voilà aussi, avec évidemment, quand j'ai fait des recherches sur le lac Tchad dans les années 60, on peut dire que j'ai fait des paléo-recherches maintenant, puisque les milieux n'existent plus. Mais ces milieux n'existent plus, ils ont été modifiés. Ce qui ne veut pas dire que le lac Tchad disparaîtra définitivement. Une fois de plus, ça dépend de l'évolution du climat et des pluviométries qui pourront avoir lieu sur le bassin versant. Donc, ce que j'ai tendance à dire, c'est que l'histoire de la biodiversité, quand on regarde ça de manière un peu distante, on peut dire que c'est un champ d'Irwin. Et on dit que 99,9% des espèces ont disparu. On est probablement en dessous des évaluations. Mais il n'empêche qu'il en reste beaucoup et que ces espèces continuent à évoluer. Alors, si on se situe dans cette perspective que nous sommes dans des systèmes dynamiques, climatiques, géologiques, biologiques, on peut commencer à réfléchir sur qu'est-ce que ça va être la diversité biologique dans nos régions, dans les siècles qui viennent, millénaires qui viennent. On peut essayer de commencer à réfléchir, je dis bien réfléchir, pas à prendre la boule de cristal, mais... alors, l'Europe, on l'a vu, est une terre qui a connu de nombreuses glaciations. Disparition d'espèces, mais quand le climat se réchauffe, il y a nécessairement recolonisation des zones libérées par les glaces. On va essayer de suivre, dans un exemple avec les milieux aquatiques d'eau douce, un peu cette recolonisation. Voilà un peu comment on schématise un peu la recolonisation des rivières européennes par les poissons, par exemple, en sachant que pendant la période glaciaire, on avait des zones refuges qui se situaient dans la région ponto-caspienne, avec le Danube probablement comme l'un des fleuves qui avait été épargné en partie épargné par la glaciation, puis des zones refuges que l'on peut retrouver en Espagne ou dans le sud de l'Italie. Mais enfin, c'est surtout à partir de la région ponto-caspienne, semble-t-il, que les populations aquatiques, poissons mais autres organismes, ont pu recoloniser progressivement les fleuves nord-européens, les fleuves et les lacs nord-européens. Alors là, c'est un peu la théorie. C'est un peu la théorie, mais les poissons, par exemple, il n'y a pas de génération spontanée ni de création divine, donc comment ont-ils fait pour recoloniser les fleuves en partant du Danube pour aller jusqu'en Bretagne? Une question intéressante. Ils ne se déplacent pas sur Terre, ils ne volent pas, donc on n'a pas de réponse complète. L'hypothèse que l'on fait, c'est que cette colonisation s'est faite de manière conjoncturelle quand des fleuves ont pu être mis en contact les uns avec les autres et que donc les poissons ont pu, à l'occasion de ces contacts, passer d'un bassin versant à un autre. Et vous voyez bien que les fleuves sont quand même des entités un peu isolées, des îles, entre guillemets, des îles terrestres, et que, bon, pour que ça puisse passer, il faut que quelque part il y ait des contacts. C'est l'hypothèse admise,
non démontrée. Quand on discute avec les géologues, c'est difficile pour eux de nous dire il y a eu telle connexion à tel moment ou telle connexion à tel endroit. Il y a des exemples, bien sûr, de capture, de mise en relation de bassin, mais on n'a pas une vision complète de cette dynamique possible des systèmes hydrologiques. Donc voilà, c'est une hypothèse vraisemblable, probable, mais j'allais dire non démontrée. Alors, de nos jours, la situation est un peu différente parce que de nos jours, et même depuis pas mal de siècles, des canaux ont été creusés entre les différents bassins et donc assurent une communication permanente entre les différents bassins européens. Vous voyez par exemple un exemple des différents canaux qui existent sur la France, mais aussi quelques exemples, et un exemple assez emblématique qui est celui du canal entre le Rhin et le Danube, qui a été creusé il y a une vingtaine d'années, enfin mis en eau il y a une vingtaine d'années, qui était déjà un rêve de Charlemagne. Charlemagne avait déjà envisagé de creuser un canal entre le Rhin et le Danube pour pouvoir se rendre à Constantinople. C'était un de ses rêves. Bon, enfin bref, ce rêve a enfin été réalisé, mais ce qui veut dire également que toutes les espèces du bassin du Danube peuvent maintenant circuler à peu près, j'allais dire librement, entre la région ponto-caspienne et le bassin du Rhin. Alors, je voulais simplement dire aussi qu'un certain nombre de collègues pensent que dans cette hypothèse de repeuplement des rivières entre le bassin du Danube et le bassin et l'ouest de l'Europe, c'est que probablement l'homme n'a pas été complètement absent. Je crois qu'il y a eu aussi probablement des transplantations d'espèces par l'homme d'un bassin à un autre. On n'en a pas la preuve. Je veux dire, et bien sûr, il n'y a pas d'écrit à l'époque néolithique, mais on peut prendre l'exemple de la carpe des Romains qui a beaucoup voyagé du bassin du Danube dans beaucoup de bassins européens. On peut aussi penser qu'avec la carpe, il y avait peut-être d'autres espèces qui ont pu voyager. On connaît beaucoup la carpe, mais on ne sait pas exactement ce qu'il en est des autres espèces. Donc on a quand même pas mal d'incertitudes. Mais toujours est-il qu'il y a eu probablement différents phénomènes, facteurs qui ont entraîné la recolonisation. Alors, le futur, quelle nature pouvons-nous attendre demain, ou quelle nature voulons-nous, qui est une autre manière de poser la question, parce que où on subit, où on agit, où on interagit, c'est un peu les deux. Et là, je voudrais simplement prendre quelques minutes pour vous discuter, vous présenter en tout cas un certain point de vue sur les prémices de l'écologie et en quoi ces prémices peuvent induire un certain type de vision ou de comportement. Il y a d'abord le fait qu'il y a un mythe fondateur qui est l'équilibre de la nature. Le mythe fondateur, c'est un mythe fondateur de civilisation dans les religions de manière générale, dans la religion chrétienne en particulier, c'est Dieu a créé la nature. Dieu a créé la nature, donc il a créé les oiseaux, les poissons, les rivières, etc. Et les systèmes écologiques donc, ont tendance à se perpétuer identiques à eux-mêmes, puisque c'est une création de Dieu. Jusqu'au XIXe siècle, on estimait que cette œuvre était parfaite, jusqu'à ce que des perturbateurs viennent semer le trouble, en montrant que ce n'était pas aussi simple et qu'il y avait effectivement eu des modifications dans les peuplements au cours du temps. Linné était un de ces scientifiques qui adhérait parfaitement à la création divine, et pour lui, la taxinomie, l'étude des différentes espèces, c'était finalement identifier et classer les espèces créées par Dieu. On ne se posait pas trop de questions, c'était simplement, on faisait l'inventaire du travail de Dieu. Bon, alors cette idée a fait son chemin, bien sûr, mais il semblerait quand même que cette notion de nature idyllique, mythique, ait persisté. On a sacralisé d'une certaine manière l'idée qu'il existait une nature parfaite. C'est un peu je dirais le jardin d'Éden, quelque chose comme ça. Quelque part, si l'homme n'intervenait pas, ne détruisait pas la nature, eh bien, il y aurait une nature parfaite. Alors, cette idée, on la retrouve dans un certain nombre de principes fondateurs de l'écologie. On retrouve des traces, notamment dans des notions que vous connaissez peut-être, les notions de climax. La notion de climax, c'est
le stade qu'atteindrait un écosystème si l'homme n'interférait pas dans son évolution. En gros, c'est une forme de stade parfait que la nature pourrait atteindre. On la retrouve dans un certain nombre de concepts dits de résilience, c'est-à-dire que si on apporte une perturbation, eh bien, les systèmes naturels sont capables finalement de retrouver leur état initial. On le retrouve dans des mécanismes de régulation, on la retrouve dans l'hypothèse, alors qui n'est plus complètement scientifique, mais l'hypothèse Gaïa. Mais plus curieusement, on la retrouve dans une notion récente, entre guillemets, qui a été mise en avant par la communauté européenne avec la directive cadre sur l'eau, de bon état écologique. Qu'est-ce qu'un bon état écologique? Alors là, tous les scientifiques se cassent les dents pour définir ce qu'est un bon état écologique. Je veux dire que si vous avez des idées, je suis preneur. Les dérives liées au mythe, c'est évidemment le créationnisme. Alors là, bon, on pourrait en parler longtemps, mais il y a quand même des choses qui inquiètent. C'est que dans certains pays comme les États-Unis, il semblerait que la proportion de gens qui pensent encore que la nature a été créée par Dieu est importante, y compris dans les universités américaines. Il y a des sondages de l'Institut Gallup qui sont relativement informatifs à ce sujet-là. Donc, mais ce créationnisme, il n'existe pas qu'aux États-Unis. Hein. Il y a aussi un certain nombre de religions qui continuent à propager cette idée. Et je sais qu'un certain nombre de collègues dans certains pays en développement sont convaincus que la nature a toujours été créée par Dieu. Donc, c'est quelque chose qui existe, qu'on ne voit pas trop en France, encore que j'en ai rencontré. Dans certaines conférences, j'ai rencontré des créationnistes. Donc, ça mérite quand même qu'on y fasse un peu attention. Mais la face cachée de ces mythes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont un certain nombre de principes, de paradigmes qui continuent quand même à imprégner la science écologique. Et ça aboutit au fait que, d'une certaine manière, on a ce discours un peu récurrent que l'homme est un perturbateur de la nature, que s'il n'y avait pas l'homme, la nature irait beaucoup mieux, que l'homme, finalement, est le grand destructeur de son environnement. C'est le discours récurrent d'un certain nombre de médias, et derrière ça, on est amené à penser qu'il y a toujours cette question du mythe fondateur de l'équilibre de la nature. Un deuxième point sur lequel aussi j'insisterai très, très brièvement, c'est qu'il y a un débat récurrent dans les sciences écologiques depuis très longtemps, mais qui n'est pas clos. Est-ce que les peuplements que l'on observe dans un écosystème sont de nature déterministe ou stochastique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une organisation intrinsèque des peuplements, ce qui autorise effectivement dans ce cas-là à rechercher des lois de la nature, qui est l'objet de l'écologie. L'écologie, elle a été développée aussi pour essayer de rechercher des lois de la nature comme il existe des lois en physique ou dans d'autres domaines, si ce n'est que le problème de la biologie, c'est qu'on a rarement des phénomènes qui se répètent ou rarement des réversibilités. Donc, on est quand même un peu confronté à cette réalité du terrain. Ou est-ce que les peuplements sont de nature stochastique, c'est-à-dire que ceux que l'on observe dans un milieu donné, dans un lac donné, par exemple, ou une forêt, à un moment donné, sont simplement une collection d'espèces qui sont présentes de manière conjoncturelle. Alors, pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les recolonisations des poissons dans les rivières ou dans les lacs, ou dans le lac Léman, par exemple. Est-ce que le lac Léman a une structure de peuplement déterministe ou stochastique? C'est une question intéressante. Hein. Bon, c'est tout le rôle des facteurs de l'environnement qui est mis en avant dans l'approche stochastique, alors que c'est au contraire une vision plus intégrée qui est mise en avant dans l'approche déterministe. Alors ça, c'est pas clos, mais ça va aussi être important pour voir un certain nombre de choses par la suite. Alors, en fonction de la démarche adoptée, il est bien évident que où on considère que les peuplements sont structurés et que l'introduction d'une nouvelle espèce va perturber, ou la disparition d'une espèce, hein, c'est toujours pareil, va perturber le peuplement. Ça, c'est un peu ce qui est mis en avant par un certain nombre de scientifiques en disant si une espèce disparaît, on modifie le fonctionnement du système et ça va plus aller. Hein. Ou si on en rajoute une autre, ça va plus aller. Ou les peuplements sont aléatoires, et dans ce cas-là, bon, introduction, disparition, peu importe, on s'ajuste. C'est-à-dire qu'il y a derrière ça une notion d'ajustement, d'adaptation beaucoup plus importante. Alors,
Bon, on pourrait discuter plus en avant, mais c'était simplement pour jeter un peu ces bases. Alors ça va se retrouver, ce que je viens de vous dire, ça va se retrouver directement dans des débats qui ont lieu à l'heure actuelle sur les introductions d'espèces et les espèces envahissantes, dont vous avez peut-être entendu parler. J'aime bien cette première page du supplément du Monde, espèces vos papiers, hein, c'est-à-dire on tient vis-à-vis de ces espèces envahissantes le même langage qui est utilisé pour dénoncer les introductions que celui utilisé pour les immigrés. Dans l'imaginaire, effectivement, toujours cet imaginaire d'une vision d'un système en équilibre, les introductions viennent bouleverser l'ordre établi. Alors, les introductions, j'ai pris ces exemples pour les eaux continentales, on voit bien que c'est un phénomène à l'heure actuelle qui s'est accéléré durant les dernières décennies, que ce soit dans la baie de San Francisco, dans les grands lacs américains ou dans les eaux douces françaises. On voit qu'il y a de plus en plus d'espèces qui viennent d'ailleurs, dans la population française aussi. Mais il y a souvent confusion aussi. Je veux dire que les médias et certains scientifiques entretiennent une confusion entre pullulation, invasion. Quand on vous parle de pullulation de méduses, ce ne sont pas forcément des méduses qui viennent d'ailleurs, ce sont des méduses autochtones qui se mettent à pulluler. Donc, tendance à amalgamer et je veux dire, à généraliser les choses. Donc, c'est pas clair. Des travaux qui ont été faits par des chercheurs, des collègues du CMAGREF, par exemple, sur les espèces aquatiques envahissantes, tendent à montrer qu'il y a pratiquement autant d'espèces autochtones que d'espèces allochtones qui sont considérées comme envahissantes. Ce qui veut dire que le fait de proliférer n'est pas une qualité, je dirais, des espèces introduites ou des espèces étrangères. Ça peut être aussi une qualité des espèces autochtones, mais simplement, dans ce cas-là, on fait la confusion entre les différentes origines. Alors, à l'heure actuelle, il faut avoir conscience qu'il y a énormément d'introductions d'espèces. Il y en a peu qui s'établissent, mais il y a beaucoup d'espèces qui voyagent. On dit qu'il y a 3 ou 4 000 espèces, par exemple, qui voyagent chaque jour dans les ballasts des bateaux, parce que dans les ballasts des bateaux, on pompe tout ce qu'il y a, y compris toutes les espèces qui sont dans l'eau à ce moment-là. Et les ballasts sont relargués dans d'autres ports, dans d'autres continents. Donc on voit bien que quelque part, il y a une pluie d'espèces. Alors parmi cette pluie d'espèces, ce qu'on appelle les inoculums, il y en a quelques-unes qui arrivent à s'installer et à se pérenniser, mais il y en a relativement peu. Mais toujours est-il qu'il y a des transferts intentionnels qui sont faits aussi bien pour trouver de nouvelles ressources alimentaires que la pêche sportive, par exemple, a entraîné l'introduction d'espèces un peu partout dans le monde, le black bass en France, où notre truite européenne a été introduite un peu partout, y compris en Australie, en Amérique et en Afrique. Ou contrôle biologique, vous pensez par exemple juste petit coléoptère là, qui prolifère du Japon, qui prolifère actuellement, qui avait été introduit, les coccinelles. Les coccinelles, il y a beaucoup de... L'aquaculture, à chaque fois que vous introduisez une espèce pour l'aquaculture dans un continent, vous êtes à peu près sûr qu'elle va se retrouver dans le milieu naturel. Je veux dire, c'est toujours par hasard, mais c'est quand même pas du hasard complet. Et puis, quand vous regardez les systèmes aquatiques, les canaux permettent les communications entre bassins. Beaucoup de spécimens échappés d'élevage ou de jardinerie. Vous avez de temps en temps dans la presse des gens qui vous disent on a trouvé un piranha dans la Garonne ou dans ceci ou dans cela parce que des aquariophiles ont déversé des espèces qui devenaient encombrantes dans leur aquarium en disant on va les mettre en milieu naturel, comme ça on va leur laisser la vie sauf. Donc, il y a énormément d'espèces qui sont introduites finalement par les particuliers. C'est affolant de voir le nombre d'espèces qui circulent aussi dans les bagages des particuliers. Je peux vous dire que pour avoir vécu en Afrique, et je suis rentré plusieurs fois en France avec des gens qui ramenaient des tas d'espèces différentes, que ce soit des pitons, des ceci, de cela. Je veux dire, il y a plein d'espèces qui voyagent comme ça. Et, voilà. Bon, enfin bref, toujours est-il que les espèces voyagent, c'est un fait. L'espace Schengen n'existe pas. Je veux dire que toute espèce qui pénètre quelque part va se retrouver à un moment ou à un autre dans les milieux européens. On a une législation
qui, sur le papier, pourrait être performante, mais qui n'est pas applicable, ou pratiquement pas applicable, et qui n'est pas appliquée surtout. Mais ça, c'est un phénomène général et pas particulier à cette question. Juste pour fixer quelques idées, quand on regarde en France à l'heure actuelle quel est le nombre d'espèces introduites en milieu aquatique, ben on s'aperçoit qu'il y a relativement peu d'espèces, finalement, 43 espèces d'invertébrés, dont la moitié sont des crustacés et des gammars, et un quart sont des mollusques. Et puis, quand même, plus d'un tiers d'espèces de poissons dans nos rivières françaises sont des espèces introduites. Mais ça se passe bien. Il n'y a aucune espèce introduite de poissons qui ait entraîné l'élimination d'espèces autochtones. Je veux dire qu'il faut être très clair là-dessus. Il y a même certains endroits du monde, je pense à certains lacs malgaches, où vous avez des poissons qui viennent d'Amérique, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, etc. Tout ça vit très bien en communauté, j'allais dire. Donc, c'est pas parce qu'on a des espèces d'autres continents, il n'y a aucune différence en termes biologiques dans leur cohabitation. Alors, on se pose souvent, l'argument qui est employé par énormément d'ONG, c'est, je veux dire, les introductions d'espèces, c'est à l'heure actuelle une des grandes phobies des ONG de conservation de la nature. Quand vous lisez les papiers du ICN, du WWF, etc. Alors, c'est vrai que dans certains endroits, et notamment dans les îles, les introductions d'espèces ont causé un certain nombre de ravages. On connaît tous, on va reprendre l'exemple de l'Australie avec les lapins. Je veux dire que, bien sûr, il y a des cas d'introduction d'espèces qui ont causé des ravages. Mais il y a aussi beaucoup de cas d'introduction d'espèces, énormément de cas d'introduction d'espèces dont on ne parle pas, qui se sont soldés finalement par une acclimatation et même par parfois une patrimonialisation. Le mimosa qui est fêté dans le sud de la France, c'est une espèce introduite, une espèce qui est devenue, c'est un patrimoine, le mimosa à l'heure actuelle. Bon, c'est une espèce introduite il y a 2 siècles. Donc, on a souvent observé, effectivement, en tout cas dans les milieux aquatiques, mais ce n'est pas complètement différent dans le milieu terrestre, qu'il pouvait y avoir concomitance entre apparition d'espèces invasives et disparition d'espèces autochtones. Alors, évidemment, on fait tout de suite la relation de cause à effet. Il y en a une qui apparaît, l'autre disparaît. Bon, c'est facile, plac, plac. En fait, on s'est aperçu, par des études un peu plus détaillées, qu'il y avait en quelque sorte un jeu de chaîne musicale. Si certaines espèces disparaissent, ça n'est pas forcément parce qu'il y a de nouvelles espèces qui apparaissent, c'est aussi parce que le milieu a changé. Les conditions d'existence ont changé, donc l'espèce est fragilisée et a tendance à disparaître. Simultanément, des espèces qui n'existaient pas, mais qui finalement voyagent, essaient de se trouver une niche, etc., peuvent trouver dans ces nouvelles conditions offertes par les milieux des conditions favorables à leur développement. Donc vous voyez, fragilisation des espèces par modification de milieu, alors que d'autres espèces dans ce nouveau milieu trouvent des conditions favorables, on voit les chaises musicales qui sont faites, mais ça n'est pas forcément une relation de cause à effet. Et ça, ce sont des travaux qui, de plus en plus, montrent que ces questions de compétition entre espèces ne sont pas complètement valables. Bon, donc, effectivement, je dirais, il y a des cas où les espèces invasives contribuent à l'érosion d'espèces autochtones, mais le cas du lac Victoria, par exemple, que j'ai eu l'occasion d'étudier de manière un peu plus précise, puisque dans tous les bons bouquins d'écologie ou dans tous les discours d'ONG, vous verrez que la perche du Nil a entraîné l'éradication de plusieurs centaines d'espèces de poissons autochtones indigènes du lac Victoria. C'est pas complètement faux, mais quand on regarde de près, le problème du lac Victoria, c'est pas tellement l'introduction de la perche du Nil qui est le problème de fond. Le véritable problème de fond du lac Victoria, c'est le fait que c'est un lac qui s'eutrophise. Alors, l'eutrophisation, je ne sais pas si vous connaissez ce terme un peu barbare. En gros, ça veut dire que quand vous avez des apports de nutriments, c'est-à-dire nitrates, phosphates, au milieu aquatique, vous augmentez les capacités de production biologique de ces milieux. Donc, production effectivement de matière organique, production de plancton, de végétaux. Et cette énorme accumulation de matière organique va se décomposer et en se décomposant absorbe beaucoup d'oxygène. Donc un double problème, production forte de matière organique et qui provoque à un certain moment ce qu'on appelle des anoxies, c'est-à-dire
des déplétions d'oxygène. Le problème du lac Victoria, il est relativement simple et on a tous les éléments pour montrer que depuis des dizaines d'années, ce lac est un lac en voie d'eutrophisation, comme l'est ou l'a été le lac Léman, comme l'est ou l'a été le lac d'Annecy, pour lesquels on a fait un certain nombre de travaux qui ont permis de revenir à des stades antérieurs à l'eutrophisation. Mais dans le cadre du lac Victoria, c'est une véritable poubelle. Il y a 30 millions d'habitants qui vivent sur le bassin du lac Victoria. On y fait de l'agriculture intensive, on y a des industries agroalimentaires, il n'y a pas évidemment de station d'épuration. Donc tout ça arrive au lac. Le lac est à la fois pollué, eutrophisé, et on peut penser que même s'il n'y avait pas eu le lattès, la perche du Nil, les espèces qui vivent dans le lac Victoria, autochtones du lac Victoria, auraient en grande partie disparu à cause des changements des conditions de milieu. Donc ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on prend un exemple d'espèces introduites supposées invasives, alors que derrière ça, il y a d'autres phénomènes, d'autres problèmes que l'on n'analyse pas suffisamment pour montrer que les milieux sont aussi responsables, l'évolution des milieux est aussi responsable de l'évolution des peuplements. Un exemple illustratif des débats qui tournent autour des espèces invasives, c'est l'ibis sacré. Quelques individus se sont échappés d'un parc zoologique il y a une vingtaine d'années sur la côte atlantique. Ces individus se sont bien adaptés à la clémence du climat breton. Il y en a des milliers, des milliers à l'heure actuelle. Alors il y a un débat. C'est une espèce introduite qu'on peut appeler invasive, entre guillemets. Cette espèce introduite, elle est visible, donc on peut envisager d'appliquer les règlements, c'est-à-dire d'éradiquer cette espèce nouvelle, introduite, invasive. Alors certains se sont appliqués à faire adopter des lois, enfin des règlements en tout cas, de chasse des ibis sacrés, de manière à éradiquer cette population d'espèces nouvelles introduites en France. D'autres ont mis en place des comités de soutien à l'ibis sacré, parce qu'au nom de « il ne faut pas tuer ces espèces, c'est une espèce en danger dans son pays d'origine, donc il faut effectivement soutenir l'ibis sacré ». Vous voyez que c'est un vrai problème de société, ces questions d'introduction d'espèces. Et donc on a des départements qui ont admis la chasse à l'ibis, d'autres qui ont interdit la chasse à l'ibis, avec un vrai débat scientifique entre d'excellents scientifiques qui ont soutenu les uns ou les autres, qui ont fait des rapports montrant que l'ibis sacré entraînait des désagréments pour les espèces autochtones, alors que d'autres disaient que l'ibis sacré n'avait absolument aucun impact sur la faune autochtone. Vous voyez que tout ça, c'est pas simple, que tout ça, ça n'est pas qu'une question de science, c'est aussi d'abord et avant tout des questions de société. Le changement climatique va nous arrive, bien sûr, il est là. Il est là, les rivières françaises ont augmenté de 1 à 2 degrés au moins au cours des dernières décennies, la température. Donc il va y avoir des conséquences actuelles sur un certain nombre d'espèces. On peut s'attendre à des disparitions d'espèces, mais ça reste à démontrer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des espèces thermophiles qui commencent à envahir et à progresser dans les systèmes aquatiques. On peut aussi penser que les modifications de ce milieu vont apporter d'autres conditions aux espèces qui voyagent et qui vont pouvoir aussi, à ce moment-là, s'installer. Ce qui est important de dire, c'est que le changement climatique n'est qu'un facteur parmi d'autres dans le contexte du changement global, qu'il agit en synergie avec des modifications de l'environnement et que l'avenir de la biodiversité, si on y réfléchit un peu, s'inscrit dans un contexte de changement global et en rapport avec le développement durable, c'est-à-dire en rapport avec d'autres types d'activités, le changement climatique, mais également tous les usages que l'on pourra faire des milieux terrestres ou aquatiques. Et là, c'est effectivement ouvert au sens où ce sont des choix politiques, scientifiques qui doivent être faits pour l'avenir de la diversité biologique. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que je me sens un peu long. Ça, ce sont je veux dire, la planète est-elle fondue, ça, c'est très vendeur. Je veux dire que là, vous êtes dans le catastrophisme à plein crin, donc c'est très vendeur. La question se pose de la conservation. Pourquoi protéger? Comment protéger? Qui va protéger? Qui va payer pour protéger la biodiversité? Ça fait partie aussi des réflexions sur l'avenir.
Alors les premières mesures de conservation, mais elles ne sont pas nouvelles, hein, je les avais là. Hein, mais type de conservation, c'est protéger les espèces charismatiques. Alors, le butor étoilé que je connais plus particulièrement, qui est protégé dans les réserves de l'estuaire de la Seine. Qu'est-ce que ça va devenir si le changement climatique entraîne des modifications de l'estuaire de la Seine? Changement climatique, ce n'est pas seulement changement de température, c'est aussi remontée du niveau marin. Et quand vous êtes dans des régions côtières, on en a eu des exemples récemment, hein, avec les tempêtes, il est probable qu'une remontée d'1 mètre du niveau marin va entraîner des modifications très importantes. Donc, qu'est-ce que veut dire une réserve, entre guillemets, qui est soumise à des modifications à long terme? D'autres exemples de... Alors, des parcs naturels, des parcs régionaux, des réserves de biosphère, il y a différentes appellations, il en existe pas mal quand on regarde cette carte, hein, c'est pas complètement nul. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que les parcs nationaux sont faits dans des endroits qui n'ont pas été choisis pour leur biodiversité, mais parce qu'il n'y avait personne. Hein, ça, c'est tout aussi clair. Donc la question est posée de leur utilité et de leur utilité à long terme, et notamment, une fois de plus, dans le cadre du changement climatique. Natura 2000, qui est un nouvel avatar, je dirais, de la conservation, mais qui a été fait de manière un peu bureaucratique. Si on regarde ça, c'est magnifique. Je veux dire, il y a énormément de zones protégées. En réalité, sur le papier, la réalité du terrain est quand même beaucoup moins claire. Alors, quelque chose qui se développe à l'heure actuelle et qui semble recevoir certainement à la fois l'adhésion des professionnels et des scientifiques, c'est les parcs, les aires marines protégées, dans l'objectif finalement de protéger aussi les ressources vivantes marines, c'est-à-dire la pêche. Et là, on a bien démontré que là où il y avait des aires protégées en milieu marin, on avait une amélioration des conditions de pêche. Donc c'est quelque chose qui semble passer à l'heure actuelle au niveau social. Une autre stratégie de conservation, ce sont les points chauds, c'est-à-dire qu'identifier des zones où à la fois il y a des menaces importantes en matière de modification des milieux naturels et des richesses biologiques intéressantes. On voit que la plupart sont dans des régions tropicales et reste à savoir comment on met en application ensuite la conservation dans ces régions-là. S'appuyer sur l'économie. Alors on a essayé de mettre en avant ce qu'on appelle les services rendus par les écosystèmes et la biodiversité, essayer de montrer que ça avait une valeur monétaire, parce qu'on s'imagine qu'en mettant un prix à la biodiversité, ça va faciliter la conservation de cette biodiversité. Alors c'est effectivement quand les juristes sont amenés à évaluer par exemple les dommages d'un accident de pétrolier et qu'ils sont amenés à donner des indemnisations aux populations locales, on a besoin de donner un prix à la biodiversité, on a besoin de donner un prix à la vie humaine quand il y a un accident d'avion. Ça, c'est des problèmes de juristes, mais c'est quand même un peu délicat à faire passer sur le terrain en matière de protection de la biodiversité. Ce qui est vrai, c'est que, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que avec la surpêche, on vide le coffre-fort, hein, ça veut dire qu'on peut avoir une vision économiste de la biodiversité dans le cas des ressources naturelles, parce que si on surexploite le thon rouge comme on a surexploité la morue, il est clair qu'il n'y aura plus de ressources par la suite. Donc là, on comprend qu'on pourrait avoir une action de conservation. Une autre approche encore, c'est s'appuyer sur l'éthique, c'est celle qui est déjà utilisée par certaines ONG en particulier, c'est-à-dire que les espèces ont le droit de vivre, c'est toute cette approche, je dirais, éthique, philosophique, voire religieuse, de la biodiversité, permettant d'élaborer des critères de choix en matière de protection de la nature. Puis un dernier point, moi, sur lequel je pense on ne pourra pas faire l'impasse, c'est que est-ce que la biodiversité doit devenir un objet de droit? Mais c'est un problème général pour toutes les questions d'environnement. Si on ne les légifère pas et si on n'applique pas les lois, parce que des lois, il y en a en pagaille, on ne les applique pas. De manière générale, c'est récurrent en matière d'environnement. Il sera difficile d'aller plus loin en matière de protection. Certains commencent à parler de crime environnemental. Certains, on peut pousser la perche, mais quand même. Et derrière tout ça, il y a aussi tout ce qui est à l'heure actuelle comme réflexion en matière de restauration, d'ingénierie écologique, c'est-à-dire
est-ce qu'on est capable de, non pas de restaurer au sens strict du terme, c'est-à-dire revenir à un état antérieur, mais de réhabiliter, réaffecter, remodifier, renaturer d'une certaine manière les milieux naturels qui, pour des raisons diverses, ont été dégradés. C'est l'exemple, par exemple, de la restauration des rivières, où on s'aperçoit que recréer une diversité, recréer une hétérogénéité des îles, etc., eh ben, ça recrée automatiquement, j'allais dire presque automatiquement, de la diversité biologique. Ce qui veut dire que la diversité biologique, il ne faut pas la considérer sensu stricto, c'est aussi l'écosystème dans lequel elle se trouve qui est important à considérer. Alors, un éditorial du Monde, une véritable politique de la biodiversité ne peut se contenter de quelques actions symboliques sur des espèces emblématiques. Elle doit s'attaquer aux problèmes de fond, se doter d'une stratégie globale et cohérente, faire preuve d'une solide volonté politique, toute chose qui y manque jusqu'à présent. Alors certes, c'est tout récent, ça vient de sortir, comme on dit, mais quand on y réfléchit un peu, et ça je vais presque terminer là-dessus, quand vous lisez un certain nombre de documents sur l'érosion de la biodiversité, qui est considérée comme un fait acquis, on voit les causes officielles. Les causes officielles, c'est la destruction des habitats, les introductions d'espèces, les pollutions, la surexploitation. Et quand vous grattez un peu derrière ça, quelles sont les réelles raisons de l'érosion de cette biodiversité? Mais vous voyez apparaître trois diables. Hein. La pauvreté. Dans les pays où on a faim, on cherche d'abord à se nourrir, hein, et ça, c'est un vrai problème. Le profit à court terme. Profit à court terme, c'est l'exemple du thon rouge. Hein. Quand vous voyez qu'il y a des thons qui se vendent à 150 000, 200 000 euros sur le marché de Tokyo, vous comprenez qu'à l'heure actuelle, chaque pêcheur cherche à pêcher son thon. Hein. La corruption, alors là, c'est un phénomène extrêmement répandu, dont on ne parle pas, c'est tabou de parler de corruption, mais je veux dire, une grande partie des forêts tropicales disparaissent à cause de la corruption. Hein. Mais ça, ce sont les vraies causes. Alors, il faudrait s'attaquer à ça. Hein. Il faudrait s'attaquer aux vraies causes. Sinon, c'est du discours. Il faut savoir qu'il y a quand même 1 million d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau propre, qu'il y en a 800 millions ou pratiquement qui vivent, en tout cas dans la misère, et que 3 milliards vivent avec moins de 2 dollars par jour, c'est-à-dire le seuil de pauvreté de la moitié de l'humanité. Presque pour en finir, les causes de l'érosion de la biodiversité résident non pas dans des causes annexes, mais dans les comportements sociaux, qui sont les modes de développement, une économie prédatrice, la production telle que je viens de dire. Logiquement, on devrait rechercher les remèdes dans un changement de ces comportements sociaux. C'est-à-dire que c'est dans la société elle-même, dans ses comportements, que l'on doit trouver les causes et trouver les remèdes de l'érosion de la biodiversité. Je dirais que, de manière un peu provocatrice, ce n'est pas la recherche naturaliste qui répondra à ces questions. On peut faire plus de recherches sur la connaissance de la biodiversité, on peut faire plus, mais ça ne répondra pas à la question comment arrêter l'érosion de la biodiversité. On est peut-être dans une recherche alibi, c'est-à-dire que pour ne pas prendre de décisions qui sont difficiles à prendre, on continue à mouliner de la recherche. Mais cette recherche, elle ne sert pas à répondre à la question. Elle est certainement utile, elle est intéressante à tout point de vue. Je suis passionné par l'évolution, je suis un passionné mais ça ne répond pas à la question. Donc on a une question, et en face, on n'a pas de réponse en termes de recherche. Biodiversité, développement durable, lutte contre la pauvreté, même combat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas isoler la biodiversité de tout un tas d'autres choses. C'est un ensemble. Et si cet ensemble n'est pas cohérent, ben quelque part, on ne peut pas avoir une approche sectorielle de la biodiversité. La minute de promotion, dont on parlait tout à l'heure, si vous voulez en savoir plus, c'est là. Merci.